Bonjour Béatrice Ouambagé, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de ton livre. Ton livre intitulé Le silence des collines. Ce livre, c'est euh, un roman d'une Rwandaise témoin du génocide qui revient 23 ans après sur le lieu du drame. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais t'inviter à nous parler de son bouquin finalement qui parle de ton histoire, qui parle du Rwanda, qui parle du génocide perpétré contre les Tutsis et qui va plus loin de là. Bonjour Kalilima, merci beaucoup de me recevoir et de m'inviter à parler de mon livre dans cette prestigieuse librairie à Charleroi. Merci beaucoup. Je vais en effet vous parler de mon livre Le silence des collines, qui était un roman sorti au mois de mars aux éditions Sepia. Alors, ce roman raconte l'histoire d'une jeune femme qui vivait dans l'espoir d'une vie confortable et paisible au Rwanda. Avant que le génocide perpétré contre les Tutsis, dans lequel son mari et sa maman n'ont pas survécu. L'effroi de ces événements la pousse à aller à l'extérieur du pays et à se réfugier d'abord dans les pays africains, puis échoue en France. Elle retourne au Rwanda pour la première fois 23 ans après. C'est le roman, c'est l'histoire de ce roman. Elle retourne 23 ans après. Elle se pense résiliente quand elle retourne au Rwanda. Elle pense qu'elle qu'elle s'est reconstruite, que sa vie a trouvé un nouvel équilibre, qu'elle est dans de nouvelles douceurs. Elle a refait sa vie. Elle retourne avec son fils, avec qui elle est partie du Rwanda en 1994, qui avait 4 ans à l'époque, 3-4 ans à l'époque. Elle retourne avec lui. Il est déjà adulte parce qu'on est 23 ans après. Avec ses 2 enfants métis. Une fois qu'elle arrive là-bas, tout le 94 lui revient en mémoire et c'est comme si elle n'était jamais partie. Elle cherche à parler de ce moment-là. Et le problème qu'elle rencontre quand elle arrive là, c'est que les gens qu'elle rencontre sur sa route lui donnent l'impression qu'ils sont à la fois bavards et muets, ouverts et fermés. Et c'est comme ça qu'elle cherche quand même à se reconnecter avec son histoire, à trouver du sens, à savoir pourquoi les gens qu'elle a connus, les gens qu'elle a aimés, les gens avec qui elle a dansé, comment ils ont basculé de l'autre côté. Mais la personne à qui parler de ces souvenirs-là. Et elle est sommée alors à parler aux arbres, notamment à un arbre qui est planté dans la cour familiale. Cet arbre, c'est le Muko, l'arbre protecteur au Rwanda, parce qu'elle pense que cet arbre-là est le digne réceptacle de son patrimoine mémoriel. C'est l'arbre qui a été témoin de plusieurs générations, de plusieurs époques, de plusieurs moments. Et elle pense que c'est avec cet arbre-là qu'elle peut retisser sa vie. Et pendant les 4 semaines qu'elle a anti-nommées vacances, parce que ce n'est pas les vacances quand elle est là, elle cherche à comprendre le sens. Mais pourquoi le Rwanda en est arrivé là? Pourquoi ça leur est arrivé? Pourquoi ça nous est arrivé? Au bout de 4 semaines,
Elle retourne en France dans sa vie normalisée, auvernéliste et bien polie et bien discret qu'elle s'est fabriquée au fil des ans pour ne pas choquer ses hôtes. Alors, ce roman, en fait, c'est le portrait d'une époque. De l'époque, c'est de l'avant 94 et c'est de l'après 94. Dans ce roman, j'emprunte beaucoup. Ça a été pour moi une façon de me reconnecter à la culture et à la langue rwandaise. C'était un roman qui est écrit en français, mais en fait, c'était un roman, on pourrait même dire, c'était un roman où j'emprunte beaucoup de la littérature populaire rwandaise parce qu'il est beaucoup question de métaphores, des proverbes, de la poésie rwandaise, des berceuses, des devinettes. Quand je nomme les gens dans ce roman, tous mes personnages sont nommés par des mots kinyarwanda. C'est une façon aussi de mettre en valeur cette culture-là qui a été aussi d'une certaine manière bafouée. C'est le sujet central de ce roman, c'est plus, je parlais beaucoup de ce qui traversait le roman, c'est l'exil intérieur. Ces difficultés qu'on peut avoir à communiquer, à parler, à dire, difficultés qu'on peut avoir à trouver les mots qui soient à la hauteur d'exprimer ce qu'on a vécu individuellement, ce qu'on a vécu collectivement. Comment on peut s'enfermer dans un mur de silence parce que ce silence-là va nous protéger, va nous empêcher de basculer dans la folie, va nous empêcher de peut-être gâcher les soirées des gens normaux qui nous ont accueillis, avec qui on vit, avec qui on passe on a décidé de reconstruire sa vie. Le silence qui, parfois on se dit, de toute façon, si j'ai à parler, qui est-ce qui me croira, qui est-ce qui va croire en tout ce que je dis, et quand bien même il me croirait, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Donc oui, le sujet qui traverse tout le livre, c'est cet exil intérieur qui traverse Mutesi quand elle quitte le Rwanda en 94 et puis quand elle repart 23 ans après retrouver son pays. Et que même les personnes avec qui elle pensait qu'elle allait pouvoir partager, ces personnes-là, en tout cas, donnent l'impression d'avoir passé à autre chose, ont envie de passer à autre chose, et surtout ne sont pas au même point au point que là où elle retombe. Le silence des collines, c'est un peu le titre, c'est un peu une métaphore. C'est les collines, clin d'œil d'abord pour notre pays, le pays des 1000 collines, qui en moins de 100 jours seulement s'est transformé en 1000 charniers, en chaos absolu. Voilà à peu près le sujet de ce roman. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller sur le roman et plutôt que d'aller sur l'autobiographie pure ou d'aller sur un récit parce que d'abord, quand j'ai commencé ce livre, j'ai un peu d'avance par rapport à l'auteur, à l'avance par rapport à l'héroïne du livre. Moi, je suis retournée au Rwanda 11 ans après. Et je retourne au Rwanda, je suis récupérée par un neveu à l'aéroport, je m'effondre et mon neveu me dit, mais tante, ici on pleure plus, on avance. Moi, le soir, le lendemain, on part dans
sur ma colline, Karambi, dont je parle dans mon livre. On dort dans la maison familiale, la maison de ma mère que j'évoque dans le livre, une maison dont je dis dans le livre, c'est un roman, mais c'est un roman qui est inspiré de mon histoire. Et cette maison dont je dis que c'est une maison qui est désormais vide, désormais sans vie, quand j'arrive là-bas, l'odeur de l'enfance me transporte dans le 94. Et c'est comme si je ne suis jamais partie. Et c'est à ce moment-là que je décide d'écrire, 11 ans après. Je me dis, il faut absolument que j'écrive pour mes enfants. Seulement, au fil des années, au fil de l'écriture, je me rends compte que tout ce que je suis en train de sortir, je le fais aussi pour moi, pour sortir le trop-plein de mon ventre. Et une fois que j'ai tout sorti, je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas confier ça à mes enfants. Ce n'est absolument pas possible. Et en même temps, je me dis, mes enfants, ils ont quand même le droit de savoir. Et ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé, ils ont le droit de le savoir par moi-même et pas par quelqu'un d'autre, et pas par les médias, et pas par d'autres livres. Bien sûr, ils liront d'autres livres aussi, mais il faut qu'ils le sachent aussi par moi. Et c'est comme ça que je transforme. Je me dis, ce matériau de départ, il ne peut pas aller dans leurs petites oreilles. Parce que nous, ce qu'on a vécu, ça n'aurait jamais dû entrer dans nos vies. Mais je ne vais pas faire entrer dans leurs petites oreilles ce que nous, on a vécu. Il faut que je puisse trouver un moyen, un canal de filtrer ça. Et ce moyen, ça a été d'aller sur la fiction, donc sur le roman. Et du coup, une fois que j'étais sur le roman, j'ai voulu m'adresser à un public beaucoup plus hétérogène. Il fallait rendre ce matériau de base qui n'était pas digeste, il fallait le rendre beaucoup plus audible. Pour ça, j'ai dû me distancier de mon histoire personnelle, parce que d'abord, je voulais pas, là pour le coup, je voulais plus imposer mon histoire personnelle. Ce qui relève de l'individuel, du coup m'appartenait et appartenait à mon intimité familiale, et je voulais rajouter les éléments du collectif, ce qui relève aussi du collectif, puisque je m'adressais à un public beaucoup plus large. Et pour prendre la liberté d'ajouter dans mon récit personnel, d'ajouter des éléments collectifs, le roman me le permettait. En plus, le format roman, il se trouve que c'est un format qui est génial parce qu'il s'adresse au cerveau émotionnel, au cerveau imaginaire, et que du coup, on a juste, moi j'ai eu juste à décrire. Je ne donne pas les avis, je ne dis pas il faut penser ça, il faut croire ça, il faut imaginer ça. Non, moi je décris les faits. Je dis comment ça s'est passé. Et puis après, chacun, il se fait ses propres déductions. Il se fait ses propres conclusions. Parce que j'ai pas voulu être dans des questions de morale. Parce que le moral, le bien et le mal, chacun sait ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai voulu rester dans le factuel, du factuel qui a été par petits bouts vécu individuellement par beaucoup de gens, mais du coup qui est devenu collectif et qui peut finalement rejoindre l'universel. Parce que le génocide des Tutsis au Rwanda s'inscrit malheureusement dans une série d'autres génocides. Et finalement, quand on analyse sur le plan historique, c'est le processus est le même. Le processus est le même. Et puis l'objet de mon roman, c'était aussi de pouvoir... je t'ai dit tout à l'heure qu'au début, j'écrivais pour mes enfants. Et l'objet d'écrire pour mes enfants, aussi pour leurs amis, les amis de leurs amis, et écrire finalement pour un public plus hétérogène, c'est de leur dire mais attention, ça pourrait avoir lieu à nouveau. Et c'est de pouvoir pointer
au travers ce que je décris, pouvoir pointer que, même par exemple dire à mes enfants, mais en fait on était comme vous quand nous avions votre âge, nous étions exactement comme vous. Et les gens qui ont tué au Rwanda, c'était des gens ordinaires. C'était les gens qui se levaient le matin, qui allaient travailler, qui rentraient le soir, embrassaient leurs enfants, qui allaient à la messe tous les dimanches. C'est les gens avec qui on s'est aimé, avec qui on a dansé, avec qui on a mangé. C'est les gens tout à fait ordinaires. Et pourtant, ça a eu lieu. Et pourtant, ça nous est arrivé. Donc, c'est de dire, attention, restez en alerte. Ne banalisez rien. Ça peut passer par parfois des petites choses dans le langage qu'on va avoir à finir par s'habituer. Moi, à mon époque, Aimable, je pense que on est un peu d'une même génération. À notre époque, il y a beaucoup de mots, je ne sais pas pour toi, mais des mots qui se disaient, mais dont on a fini par trouver normal que ça se dise. Les banaliser, ne pas s'offusquer. Si on s'était offusqué, si on s'était levé, si on n'avait pas banalisé que toutes les insinuations qui passaient, la RTLM est venue après, mais même avant, quand on parlait pour désigner un Umututsi de dire Ninyenzi, c'est entré dans le langage commun. Le propos de mon livre, c'est de dire attention, les mots peuvent tuer. Mais ce n'est pas les mots qui tuent, mais les mots amènent à. Mais puisque les mots amènent à, commençons par faire attention aux mots. Donc, le propos, c'est les mots ont tué, mais les mots peuvent aussi reconstruire. Mon livre, c'est de dire aussi, on peut reconstruire avec les mots. C'est ce qui se fait aujourd'hui, par beaucoup au Rwanda, notamment par des petites associations, des petites initiatives ici ou là qui sont là pour aider à la reconstruction, pour aider à ce que les mots dans le langage commun, le langage courant, le langage tout court, les mots qui n'ont pas à y être, n'y soient plus. Oui, en effet, je commence mon livre en disant que le fait d'avoir été victime et témoin à des moments dramatiques de l'histoire ne me confère aucune compétence particulière, aucun mérite spécifique. Ce qui suit n'est ni un récit historico-politique, ni une analyse socio-psychologique du génocide ou de la guerre au Rwanda. C'est le portrait d'une époque, des moments, une tranche de vie dans l'histoire d'une jeune femme ordinaire prise avec son petit garçon dans une tornade meurtrière de leur pays, le Rwanda. C'était un témoignage de sa rencontre avec l'humanité, mais également avec la honte et la folie innommables. Ce qui suit est le cri d'une femme qui ne supporte plus d'être prisonnière d'une coquille au vernis lisse qu'elle s'est fabriquée au fil des ans pour ne pas choquer ses hôtes. Ce qui suit est son cri. En fait, je commence exprès mon livre par là parce que parfois, quand on tombe sur un livre qui va parler du Rwanda,
tout de suite, on peut avoir la tentation de se dire qu'on va trouver des analyses psychologico-historiques, qu'on va peut-être avoir des réponses aux questions, à toutes les questions qu'on se pose sur ce drame qui nous a touchés. Et moi, je commence exprès par ça en me disant, moi, j'ai été juste témoin. Le fait d'avoir été témoin, ça ne me confère aucune compétence autre, aucune compétence spécifique. Ce qui va se déployer dans ce livre-là, ça va être juste le cri d'une femme, du coup, la femme que je déploie tout au long du récit, qui va pouvoir dire ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu. On va suivre cette femme-là. C'est cette femme qui, pendant des années, pendant 23 ans, elle s'est fabriquée une vie. Elle a cherché à se reconstruire. Elle a cherché à se refaire une nouvelle vie, une nouvelle santé psychique qui était déjà fracassée en 94, une nouvelle santé mentale, matérielle, parce qu'elle a quitté le pays, elle n'avait rien. Elle avait que son petit garçon et son petit garçon sous les bras et une petite valise de vêtements. Elle n'avait rien. Donc pendant 23 ans, elle cherche à refaire sa vie, à reconstruire sa vie, à trouver le pays totalement changé. Ce n'est pas le pays qu'elle a laissé, ce n'est pas le Rwanda de 94, le pays qu'elle trouve en 2017. C'est totalement un Rwanda nouveau. Elle se dépêche pour aller à Karambi, qui est le village de sa mère. Elle est accueillie par les voisins, les anciens voisins, et elle est accueillie par cette maison dont je parlais dans le livre, une maison désormais vide, une maison désormais sans vie, alors qu'à son époque, c'était une maison toujours remplie d'enfants, remplie de gens de toutes les générations. Et là, elle tombe sur cette espèce de maison qui est toute vide, avec juste Lumoko qui, lui, n'a pas bougé. Lumoko qui est l'arbre protecteur, qui, lui, pour le coup, n'a pas bougé du tout, est resté impassible, comme s'il n'était pas concerné par l'histoire. Alors qu'il a été témoin de toutes les histoires familiales, de l'histoire de toutes les générations. Il a été témoin de l'histoire collective. Il est là, comme s'il n'était absolument pas concerné. Et donc, quand Mutesi arrive dans ce village, sur cette colline Karambi, qu'est-ce qu'il anime en premier? C'est à Tiangougou. Aujourd'hui, c'est l'ouest, c'est Nyamasheke. Moi, je suis née à Tiangougou. Et Karambi, je suis née à Karambi. Et donc, son premier réflexe à Mutesi, quand elle arrive dans la cour de la maison familiale, elle se met totalement en colère contre Lumoko. Elle ne comprend pas comment il peut rester si indifférent, comment il peut se montrer si beau avec ses fleurs, sa floraison extravagante, avec ses feuilles qui sont magnifiques, avec son tronc extraordinaire. Donc elle se met à l'agiter en disant « Mais tu étais où quand ça nous est arrivé? Mais on pensait que tu nous protégeais. On nous a toujours dit que tu étais l'arbre protecteur. Tu étais censé nous protéger. Tu n'as même pas pu protéger la seule personne sur qui tu avais à veiller, donc la mère de Mutesi. Tu avais à veiller sur elle. Tu n'as même pas pu la protéger. Mais tu étais où? Et aujourd'hui, je te retrouve 23 ans après. Tu es là, indifférent à tout ce qui se passe, indifférent à tous les changements, à tout ce qui peut nous arriver, à tout ce qui est arrivé. Tu es là, tu es indifférent.
Dans le livre aussi, on retrouve le mot la honte. Pourquoi à un moment donné tu as eu la honte? Oui, j'utilise beaucoup la honte. Le livre est traversé par ce sentiment parce que c'est des sentiments qui, tout le long du parcours de Mutesi, depuis son départ de Kigali, quand on l'a déshabillée sur les barrières, quand elle s'est réfugiée après dans les camps de réfugiés, elle a eu honte de ce qui se passait, honte de ce qui se passait pour son pays, honte de ce qui se passait pour elle. Honte de ce qui se passait dans sa vie individuelle, honte de ce qui se passait collectivement. Et d'ailleurs, ce que j'explique dans le livre, c'est que Mutesi a tellement eu honte qu'à un moment donné, elle a décidé de s'éloigner de l'univers des Rwandais. De s'éloigner de l'univers où on parle même la langue Kinyarwanda, cette langue qui a tué, qui était mortifère. Et cette langue, comme si elle était habitée par une certaine malédiction, Mutesi a voulu s'en éloigner. Quand elle s'en va loin des univers rwando-rwandais, elle décide qu'elle n'a plus rien à voir avec ces gens. Ces gens qui n'ont pas hésité, des médecins à tuer leurs patients, les patients à tuer leurs médecins, des professeurs à tuer leurs collègues, des étudiants à tuer leurs professeurs, des voisins qui ont tué leurs voisins à l'intérieur des familles même. Des gens qui se sont entretués à l'intérieur d'une même seule famille. Mutesi ne pouvait qu'en avoir honte. Donc elle s'en est éloignée du Rwanda, des Rwandais, du Kinyarwanda, de la culture rwandaise. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en reconstruisant sa vie, elle s'est remariée avec un Français qui était totalement en dehors de cette histoire-là. Parce que oui, c'est une honte ce qui s'est passé. Ouambaj, d'où vient cette envie d'écrire? Je ne l'exprimerai pas en termes d'envie, je dirais plus en termes de besoin. D'où m'est venu ce besoin d'écrire. Tout à l'heure, je parlais du silence, de ce silence dont on s'entoure. 25 ans après, on finit par se dire, on est en 2019, j'ai vécu 94, j'ai traversé 94, je suis toujours vivante 25 ans après. Cela me donne, je ne peux pas m'offrir le luxe de ne pas témoigner, de ne pas dire quelque chose, de ne pas transmettre. Ce luxe-là, je ne peux pas. Et en plus, il se trouve que j'ai la possibilité de pouvoir le faire. J'adore écrire, je suis passionnée par l'écriture et j'ai le devoir d'utiliser ce média, cet outil que j'ai, ce moyen que j'ai pour pouvoir d'abord rendre hommage aux disparus et puis après transmettre aux générations futures
c'est comme un devoir, c'est comme une responsabilité que chacun va pouvoir déployer et utiliser selon les moyens dont il dispose. Moi, j'ai été sur le livre, sur le roman, et je vais continuer. D'ailleurs, j'ai un prochain roman qui me trotte dans la tête, sur lequel je vais aller. Oui, j'ai senti comme une responsabilité, un devoir d'écrire et de transmettre.